Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo-ci, je vais faire deux sections, hein, la section 1.7 et la section 1.9 là, du livre de physique XXI, le tome B. Donc, juste par les titres, là, vous voyez que la section 1.7 et 1.9 se ressemblent un peu, là, d'une certaine façon. C'est que dans la section 1.7, on va voir une équation qui va nous permettre de calculer les champs électriques qui sont générés par une triuque. Donc, on va définir c'est quoi une triuque. Puis après ça, on va aller tout de suite à la section 1.9 qui va on va vous montrer là une équation qui va vous permettre de calculer le champ électrique généré par une PPUC. Donc, ce sont deux nouveaux objets qu'on ajoute, là, si vous voulez, à notre collection d'objets qu'on connaît et avec des équations évidemment qui vont arriver avec ça. Donc juste on va enlever comme ça. Okay. Donc ça, juste avant d'aller plus loin, juste quand même vous rappeler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Okay. En fait là, à la section 1.4, on a vu que on avait une section qui s'appelle le champ généré par une particule, okay, par une particule chargée. Donc ce qu'on avait vu là, en gros, schématiquement, c'est que si on a une particule positive, ce que ça va faire, une particule positive, c'est que ça va produire des lignes de champ. Donc ça va émettre des lignes de champ dans toutes les directions. Si on fait les flèches, là, on aurait des petites flèches qui pointent dans cette direction-là. Et au contraire, si vous avez une particule qui est chargée négativement, ben là c'est un peu le contraire. Elle va faire des lignes de champ qui vont s'approcher d'elle. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Je vais faire mes petites flèches. Voilà, pour la particule négative. Et on avait vu une équation, la section 1.4, qui nous disait que le module du champ électrique généré par une particule est égal à K fois valeur absolue de sa charge électrique, divisé par la distance R au carré. Donc c'était une des équations, là, probablement l'équation principale de la section 1.4. Donc ça nous dit que si on a une particule qui a une certaine charge Q, puis qu'on a un point P là, qui se trouve à une certaine distance R de notre particule, ben, on peut trouver c'est quoi le module du vecteur champ électrique qui est produit à cet endroit-là. L'équation ici nous donnait seulement le module du champ électrique, et c'est à nous ensuite de ça d'aller voir là, sur notre schéma, est-ce que c'est une particule positive ou une particule négative. Ça va nous dire dans quel sens va pointer notre vecteur champ électrique. Donc si c'est une particule positive, on comprend que ça va s'éloigner de notre particule, et si on avait un point P qui était ici, à une certaine distance R d'une particule négative. On peut faire notre calcul, ça nous donne un certain module, et on sait que comme c'est une particule négative, le champ électrique va pointer vers la particule. Okay. Donc, on a vu ça à la section 1.4. Donc, on sait comment ça se comporte une particule. Mais c'est le seul objet qu'on connaît. On n'a pas vu comment se comportait. On ne connaît pas d'autres objets jusqu'à présent que les particules. Là, avec la section 1.7 et la section 1.9, on va justement ajouter des nouveaux objets un peu plus complexes, là, des tiges et des plaques, qu'on va appeler des triuques et des pépiuques. Puis, l'idée derrière tout ça, c'est qu'à la section 1.5, on a vu qu'est-ce qui se produisait quand on avait plusieurs particules, dans le champ électrique généré par plusieurs particules. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on peut toujours appliquer le principe de superposition. Donc, par exemple, si vous avez une première particule ici et, je sais pas, là, une deuxième particule ici, puis qu'on a un point P, puis on s'intéresse à connaître c'est quoi le champ électrique résultant qu'on va avoir au point P, ben on applique ce qu'on appelle le principe de superposition. Fait que si on a une première particule, on regarde cette première particule-là au point P, quel champ électrique elle va faire. Donc la particule ici ferait un champ qui serait en diagonale comme ça. Okay. La deuxième particule au point P, elle ferait un champ qui serait probablement un peu plus fort, si c'est la même charge, comme ça. Et ensuite ça, on peut superposer nos deux vecteurs ensemble pour trouver le vecteur résultant qui ressemblerait probablement là, à quelque chose comme ça. Okay. Fait que l'idée de base, c'est ça, c'est que on peut toujours appliquer le principe de superposition. Fait que si on a deux ou plusieurs particules, puis qu'on veut savoir c'est quoi le champ électrique qu'on a à un point P, on calcule séparément le champ électrique produit par chacune de nos particules. Et après ça, on additionne tout ça vectoriellement. Fait que pour additionner, c'est sûr qu'il faut décomposer chaque vecteur là, en composante X, composante Y, puis on fait ça pour tous les vecteurs, on additionne tout ça ensemble, et ça nous donne notre vecteur résultant. Donc, avec ça, c'est comme si ça, c'était les éléments de base, les briques là, avec lesquelles on va construire des murs. C'est-à-dire que n'importe quel objet dans la vie chargé peut toujours
être divisé en un nombre de plusieurs, peut toujours être divisé en un certain nombre de particules. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, on va voir des tiges, on va voir des plaques, mais dès qu'on sait comment ça fonctionne une particule, on est capable de comprendre comment ça fonctionne n'importe quel objet. Okay? Parce qu'on pourrait toujours diviser un objet en un nombre on pourrait toujours diviser un objet en plusieurs particules, puis une particule, on sait comment ça se comporte, on sait quel champ électrique ça va produire. Okay. Quand les objets ont certaines formes bien précises, comme des tiges ou des plaques, des formes relativement simples, on va être capable de trouver des équations comme ça qui vont s'appliquer pour ces tiges-là et pour nos plaques. Okay. Donc c'est un petit peu ça l'idée qu'on va faire aujourd'hui. Donc commençons avec la section 1.7. Donc la section 1.7, ça s'appelle le champ généré par une triuque. Okay? Encore faut-il savoir c'est quoi une triuque. Donc je vais vous l'expliquer dans quelques instants, mais bon, ça c'est les formules qu'on va retrouver dans cette section-là. Donc ce qu'on va appeler une triuque, okay, c'est un acronyme. Okay? Donc c'est ce que ça veut dire, là, ça signifie tige rectiligne infinie uniformément chargé. Okay, donc, plusieurs informations là-dedans. Donc, c'est une tige rectiligne. Okay? Donc, les gens disent, ouais, mais pourquoi rectiligne? Une tige, ça va toujours être rectiligne. Ben, pas nécessairement. On pourrait avoir des tiges courbées. Okay? Une espèce de tige là, qui fait ça comme ça. Une tige là, qui aurait la forme d'un arc de cercle, d'un demi-cercle, quelque chose comme ça. Là, on parle pas de ça. Là, on parle vraiment d'une tige qui est rectiligne. Donc, vraiment juste une tige là, qui est droite, mais comme le dessin qu'il y a ici. Okay. Infini. Bon, ça peut-être que ça vous agace un petit peu pour l'instant. On y reviendra dans quelques instants. Uniformément chargé. Donc une tige uniformément chargée, ça veut dire que si on imagine qu'on a une tige qui est chargée, okay, ça veut juste dire que les charges électriques sont réparties de manière uniforme. Donc si on imagine une tige qui est chargée positivement, ben, ça veut dire qu'il y a des charges positives un peu partout dans la tige, qui sont toutes également espacées, toutes également distribuées. Il n'y a pas comme une partie de la tige qui est chargée plus positivement qu'une autre partie. Ce qui serait pas impossible. Ça se pourrait dans la vie qu'un objet, pour X raison, il y ait comme une espèce de concentration de charge à un endroit et d'autres endroits moins chargés. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on s'intéresse à des objets qui sont uniformément chargés. Okay. Conceptuellement, c'est plus simple, parce que si l'objet est uniformément chargé, on le sait que les charges sont distribuées vraiment de manière égale, de manière uniforme. Okay. Évidemment, une tige, c'est composé de particules qui peuvent être chargées soit positivement, soit négativement. Fait que la tige aussi peut être chargée soit positivement, soit négativement. Donc, elle peut avoir une charge positive ou une charge négative. Dans les dessins que je vais vous montrer dans cette section-ci, les objets qui sont chargés positivement, je vais les dessiner en rouge. Puis les objets qui sont chargés négativement, je vais les dessiner en vert. C'est mal ça qu'on fait là, tout au long du livre de physique NYB. Okay. Puis, c'est ça. Bon, là, le mot infini. Peut-être que ça vous dérange un petit peu. Parce que là on peut se demander, est-ce que nos tiges sont vraiment infinies? Est-ce qu'ils mesurent une longueur infinie? Là, sont infiniment longues? Okay? Ben, oui et non. Okay? Vous allez voir là, ce qu'on veut dire par là dans quelques instants. Mais avant d'aller là, ce que je peux vous dire, c'est que la variable qu'on va utiliser pour décrire, pour caractériser là, les triuques, c'est pas tant que ça leur charge puis leur longueur. Okay? Ça va plutôt être le rapport des deux. Le rapport de la charge divisé par la longueur. Okay? C'est une quantité qu'on appelle la densité linéique de charge. Okay? Donc c'est un peu si vous voulez, la concentration de charge qu'on va retrouver dans notre tige. Okay? Les unités, ça va être des coulombs par mètre, parce que si on prend la charge de la tige divisée par sa longueur, la charge de la tige en unité du système international, ça se mesure en coulombs. Puis la longueur de la tige, ça se mesure en mètres. Donc la densité linéique, qu'on appelle lambda, ça va être des coulombs par mètre. Okay. Donc ça veut nous dire, si vous avez, je sais pas, une tige par exemple qui a une densité linéique de 3 coulombs par mètre, ben, ça veut dire que si vous prenez votre tige, à chaque fois que vous avez là 1 mètre de tige, fait que si le petit morceau de tige ici mesure 1 mètre de long, ben vous le savez que dans ce 1 mètre de tige-là, vous avez une charge qui est égale à 3 coulombs. Si vous prenez comme un autre morceau de 1 mètre de la tige là, à côté, ben vous savez que dans ce morceau-là de 1 mètre, vous avez une charge de 3 coulombs. Et ainsi de suite. Et que là, ce serait négatif parce que bon, j'ai fait mon dessin sur la tige négative, là. Mais bon, c'est pas très important. Juste pour vous dire que
c'est le nombre de coulombs que vous allez retrouver à chaque mètre de votre tige. Okay? Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est important et essentiel de faire ça? Parce que justement, les tiges qu'on appelle des triuques, ça va être des tiges qui peuvent être infinies. Okay? Là, le problème, c'est que si on parle juste de la charge de la tige et de la longueur de la tige, on aurait un problème parce qu'une tige qui est infinie, ben là, sa longueur, elle serait infinie. Puis, si elle est infinie, si elle est infiniment longue, ben elle aurait un nombre infini de charges aussi, fait que sa charge serait infinie. Fait que si sa charge est infinie puis sa longueur est infinie, ça nous pose un problème au niveau conceptuel. On peut pas vraiment faire des calculs avec ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que même si la tige est infinie, oui, c'est vrai que sa longueur va être infinie et que sa charge va être infinie, mais sa densité linéique de charge pourrait quand même être un chiffre constant. Okay. Si on imagine par exemple une tige qui a une densité linéique de charge de moins 3 coulombs par mètre, ce que ça veut dire, c'est que chaque mètre de la tige a une charge de moins 3 coulombs. Ça ne changera pas. Que votre tige mesure 1 mètre de long, qu'elle mesure 2 mètres de long, 3 mètres de long, qu'elle mesure 1 million de mètres de long, ou même une longueur qui tend vers l'infini, ben ça ne changera pas que à chaque fois que vous prenez un petit morceau de votre tige qui mesure 1 mètre, là, vous avez une charge de moins 3 coulombs. Okay. Donc, c'est une quantité qui est vraiment, c'est un chiffre qui est fixe, même si la longueur de votre tige tend vers l'infini. Fait que c'est très pratique et très utile. En fait, c'est même essentiel de définir cette quantité-là pour caractériser nos tiges. Donc, vous allez voir qu'on parle de tiges dans le livre. On va c'est sûr qu'on va vous parler de la densité linéique de charge. Dans l'équation qu'on va voir d'ailleurs dans quelques instants, vous allez voir que c'est pas la charge de la tige, c'est pas sa longueur qui va rentrer dans l'équation, c'est vraiment la densité linéique de charge qu'on va avoir de besoin dans notre équation. Okay. Bon, donc là, pour le mot infini, qu'est-ce que ça veut dire une tige qui est infinie? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Okay? Ça peut vouloir dire véritablement une tige qui est infinie, là, qui va mesurer une longueur très 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 grande, qui va tendre là, vers l'infini. Okay? Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas des tiges infinies. Okay? Il n'y a pas de tiges là, qui vont jusqu'à l'infini, jusqu'au confins de l'univers, ça n'existe pas. Okay? Donc, pourquoi on parle de tige infinie? Ben, c'est qu'on peut considérer une tige comme étant infinie, même si sa longueur ne va pas jusqu'à l'infini, mais l'idée c'est que, c'est ça qui est écrit dans le livre, c'est que si vous avez, on peut considérer une tige comme infinie, lorsqu'on se situe à une distance qui est beaucoup plus petite que sa longueur, tout en demeurant assez loin de ses extrémités. Donc, par exemple, là, si vous avez une tige qui mesure, je sais pas moi, là, 3 mètres de long, okay, puis que vous avez un point, qu'on peut appeler le point, maintenant on l'appelle le point P, là, on a donné des numéros, mettons le point A, mettons le point B. Okay. Ben, s'il est situé à une certaine, mettons le point A, s'il est situé à une certaine distance R, puis que R est à une distance de la tige qui est beaucoup plus petite que la longueur. Donc vous avez une tige qui mesure 3 mètres de long, puis vous avez un point A qui est à une distance R là, de 1 cm de la tige. Okay. Ben, on peut considérer que la tige est infinie là, mathématiquement, dans le sens que votre point est proche, puis que du point de vue de ce point-là, là, la tige est très 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 longue, puis elle va très loin là, dans chacun des deux côtés. C'est pour ça qu'il y a comme deux choses importantes. Il faut que, pour considérer que la tige est infinie, là, il faut que votre point soit situé à une distance R qui est beaucoup plus petite que la longueur totale de votre tige. Et pour que l'équation de la triuque qu'on va voir dans quelques instants soit valide, il faut que le point qui vous intéresse, le point auquel vous voulez calculer le champ électrique, il faut qu'il soit relativement loin des extrémités. Il faut qu'il soit quand même assez proche du centre de votre tige. Si c'était le point D, là, ça ne marcherait pas vraiment parce que là, le point D il est vraiment situé à l'extrémité d'une tige. Quand on arrive à l'extrémité, la formule elle fonctionne plus tout à fait. Donc, le point E, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il est trop loin. La distance R qui est entre le point E et la tige, c'est à peu près du même ordre de grandeur que la longueur de la tige. Donc là, on ne pourrait pas considérer la tige comme étant infinie. Donc, vous avez deux conditions. C'est être un point qui est à une distance R qui est beaucoup plus proche de la tige que la longueur de la tige. Et il faut que le point soit relativement proche du centre de la tige. Il faut qu'il soit loin des extrémités. Si ces deux conditions-là sont remplies et sont respectées, vous allez avoir le droit d'utiliser l'équation de la triuque qu'on va voir dans quelques instants. Puis justement, comment on fait pour comprendre là, comment va se comporter le champ électrique près d'une tige infinie, près d'une triuque comme ça? C'est là qu'on peut appliquer, ce qu'on a dit tout à l'heure, le principe de superposition pour nos particules.
Regardons qu'est-ce qui arrive là, à ces trois points-là, le point A, le point B et le point C. À quoi vont ressembler les champs électriques à chacun de ces trois points-là au fur et à mesure qu'on ajoute des particules. Fait que si on met juste une particule, on sait à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler à ça. Le vecteur au point A va pointer par là, vecteur au point B, vecteur au point C. Parce qu'une particule positive, on sait que ça fait juste produire du champ électrique qui va s'éloigner. Okay. Le champ électrique, vous voyez, au point B, il est plus fort parce que la distance entre la particule et le point B, ben, c'est plus petit, cette distance-là, que cette distance-là. Okay. C'est pour ça que quand la distance est petite, plus qu'on est proche de la particule, plus que le champ électrique est grand. Donc, ça ressemblerait à ça. Ça, c'est qu'on a une particule. Si on ajoute, par exemple, si on place trois particules, une à côté de l'autre, puis qu'on veut calculer, par exemple, c'est quoi le champ électrique au point B, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appliquer le principe de superposition. On dit la particule A au point B, elle produit un champ dans cette direction-là. La particule B au point, ben, la deuxième particule au point B, elle produit un champ vers le haut. Et la troisième particule au point B, elle produit un champ diagonal là, vers la gauche comme ça. Et là, on applique le principe de superposition. On va additionner ensemble ces trois vecteurs-là. Et ce que vous remarquez, c'est que par la symétrie de la situation, la composante en x ici du vecteur rose là, va annuler la composante en x du vecteur jaune. Les deux composantes en x vont s'annuler. Donc, le vecteur résultant va être simplement en y. Le vecteur résultant, c'est le vecteur noir que vous voyez ici. Okay. Fait que vous voyez que pour le point B, qui est situé vraiment aligné là, avec le centre des trois particules, lui, c'est vraiment un champ électrique qui pointe vers le haut. Le point A et le point C, c'est des champs électriques qui pointent presque vers le haut, mais juste un petit peu en diagonale. Okay. Ça, c'est quand on a trois particules. Ça ressemble à ça. Si on met pas 4, mais 5 particules, vous voyez ce que ça fait, c'est que les points A et C, là, ils vont avoir des champs électriques qui sont de plus en plus verticales. Okay. Puis si on ajoutait là, une sixième et une septième particule, ou une huitième et une neuvième, ainsi de suite, ben, les lignes de champ au point A et au point C, là, ce seraient des champs électriques qui seraient vraiment là, de plus en plus verticales. Okay. Donc là, imaginez qu'on continue à en ajouter des charges comme ça, de plus en plus. Et si vous mettez plein de charges électriques une à côté de l'autre comme ça, ben justement, ça va finir par faire une espèce de tige. Ça va juste être une suite de particules toutes collées les unes sur les autres. Donc, ça va former une tige. Okay. Fait que juste en suivant ce raisonnement-là, vous pouvez comprendre que quand vous avez des points qui sont situés relativement proches du centre de la tige, là, comme le point A, le point B, le point C, la tige, elle va être plus longue, là, comme ça, ben, ils vont avoir des champs électriques qui vont être perpendiculaires à l'axe de la tige. Okay. Donc, c'est ça qu'on vous explique dans le livre, c'est que si vous avez une trieux qui est chargée positivement, si on la regarde vue de côté, ça va ressembler à ça. Donc, des champs électriques qui vont monter en haut, qui vont descendre en bas. Si on la regardait de côté, là, selon son axe, on verrait que les lignes de champ partent comme ça dans toutes les directions. Okay. Si c'est une trieux négative, ça va être les mêmes lignes de champ, mais dans direction opposée. Okay. Comme ça. Dans le livre, on vous a fait une image en 3 dimensions. Donc, imaginez que vous avez une tige comme ça. Ça, c'est une trieux qui est chargée positivement. Et vous voyez que ça fait comme des lignes de champ qui partent comme ça, mais les lignes de champ sont toujours perpendiculaires au plan en fait, toujours perpendiculaires à l'axe de votre tige. Fait que dans le dessin ici, la tige là, est horizontale. Donc, ça veut dire que toutes les lignes de champ seraient à 90 degrés de ça. Donc, tu serais dans une espèce de plan là, à 90 degrés de l'axe de la tige. Okay. Je trouve une image en 3 dimensions sur Internet. Donc, vous voyez un petit peu, ça ressemble à quoi. Okay. Ça, c'est pour l'orientation. Donc, les vecteurs champs électriques vont pointer dans cette direction-là. Maintenant, comment on fait pour les calculer? Il y a une formule qui est donnée dans la section 1.7. Dans la section 1.7, elle n'est pas prouvée, cette formule-là. On ne vous démontre pas d'où elle provient. On va juste vous la donner. On vous dit, là, appliquez cette formule-là, ça va marcher. Okay. Donc ça, c'est la formule qui permet de calculer juste le module du champ électrique. Pour savoir dans quelle direction il va pointer, là, il faut regarder votre schéma, puis il faut dire, ok, ben, au point P qui m'intéresse, je sais que le champ électrique va juste être perpendiculaire à l'axe de ma tige, puis là, vous pouvez le placer dans quelle direction il va être, dépendamment si c'est une trieux qui est positive ou une trieux qui est négative. Okay. Mais l'équation aussi, ça permet juste de calculer le module du champ électrique. C'est pour ça que le lambda il est tout le temps en valeur absolue. Fait que votre tige soit positive ou négative, quand vous allez faire le calcul, ça va donner un chiffre positif ici. Ça va juste donner le module du champ électrique. Et ce sera à vous, après ça, à regarder votre schéma, puis à déduire là, dans quel sens va pointer votre ligne de champ, ben votre vecteur champ électrique.
Okay. Fait que c'est 2K fois lambda sur R. K, c'est la constante de Coulomb, 9 fois 10 à la 9. Lambda, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Lambda, c'est la densité, densité linéique de charge. Donc, c'est la charge de la tige divisée par sa longueur. Donc, c'est un nombre de coulombs par mètre. Okay. Et R, c'est la distance. La distance qu'il y a entre votre point P et la tige. Okay. Faut que R soit toujours mesuré perpendiculairement à la tige. Fait que R, ce sera pas une ligne qui part toute croche, c'est une ligne qui va juste s'abaisser sur la tige à 90 degrés. Fait que c'est la distance minimale qu'il y a entre le point et votre tige. Okay. C'est ça, l'équation que je vous donne ici, là, ça c'est l'équation qu'on rencontre dans la section 1.7. Fait que ça, comme je disais, elle n'est pas prouvée cette équation-là, mais si ça vous intéresse, là, à la section 1.8, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aller la lire. Elle n'est pas au programme, là, cette session. Mais ce que ça nous dit, c'est que ça nous explique comment on pourrait justement faire une espèce de raisonnement comme ça, avec une tige de plus en plus longue. Et finalement, ce qu'on fait à la section 1.8, c'est qu'on vous apprend comment faire une intégrale pour résoudre ce problème-là. Et à l'aide d'une intégrale, on peut trouver c'est quoi le champ électrique total qui est produit au point P. En imaginant qu'on a vraiment là, des particules qui vont jusqu'à l'infini dans chacune des deux directions. On développe une équation. En fait, non. Ben, à ce moment-là, on n'a pas encore supposé que la tige allait jusqu'à l'infini. On a juste trouvé une équation générale. On dit si on a un point P qui est vis-à-vis le centre de la tige à une certaine hauteur, à une certaine distance R, et que la tige mesure une certaine longueur L, quand on fait l'intégrale de manière juste algébrique, ça nous donne cette formule-là ici. C'est une formule générale qui marche pour n'importe quelle valeur de R et pour n'importe quelle valeur de L. Okay. Sauf que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le cas particulier des triuques. Okay. Donc, une triuque, c'est une tige rectiligne infinie uniformément chargée. Fait à quoi ça correspond à une tige qui est infinie? Ben, on le dit soit que c'est vraiment une tige qui a une longueur là, qui tend vers l'infini, mais mathématiquement, on peut utiliser cette équation-là, l'équation de la triuque, même si la tige n'est pas vraiment infinie, mais si on a les deux conditions qui sont respectées, si vous avez un point P qui est à une distance R qui est beaucoup plus petite que la longueur de votre tige, et que votre point P est relativement proche du centre, qui n'est pas proche des extrémités, ça va marcher, puis vous allez avoir le droit d'utiliser cette équation-là. Okay. Fait que, même si L tend pas vraiment vers l'infini, si vous êtes dans une situation où L est beaucoup plus grand que la distance R, ou si vous préférez, là, si R est beaucoup plus petit que la distance L, ce qui revient exactement au même, ben là, vous allez pouvoir considérer que cette formule-là est correcte. Okay. On le voit ici dans l'équation. Ça, c'est l'équation très très générale qui marche pour n'importe quelle valeur de L, n'importe quelle valeur de R. Mais si on se place dans l'approximation là où on a une triuque, donc une triuque, c'est quand que R est beaucoup plus petit que L. C'est ce qui est écrit ici. Regardez dans cette équation-là, si on fait l'approximation, quand R est beaucoup plus petit que L, ici au dénominateur, là, si vous avez 4R carré plus L carré, si R est beaucoup plus petit que L, là, ben ce terme-là, 4R carré, ça va être négligeable comparativement au terme L carré. Fait que ça va juste devenir ça comme ça. Racine de L carré, ça donne L. L sur L, ça donne 1. Donc tout ça, ça s'annule. Puis ce qui reste, c'est qu'il reste juste 2K lambda sur R, qui est l'équation de la triuque. Okay. C'est ça. Encore une fois, je rappelle que ça donne juste le module du champ électrique. Une fois que vous avez calculé le module de votre champ électrique, là, c'est à vous de regarder votre schéma, puis de dire là, si le champ électrique va pointer vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Ça dépend comment votre tige est placée, et ça dépend du signe de votre tige, si c'est chargé positivement ou négativement. Okay. Donc, avec ça, vous avez l'essentiel de la théorie de la section 1.7. Okay, donc, vous avez la formule pour calculer le module du champ électrique et c'est ça. Fait qu'en regardant le signe de la tige, vous allez pouvoir savoir dans quel sens il va pointer. Donc, les exercices que vous allez rencontrer dans la section 1.7, je ne vais pas les faire avec vous, mais juste vous donner un petit aperçu. Ça va être des problèmes de superposition, sauf que cette fois-ci, vous allez avoir des tiges. Donc, on a un point P qui est situé près de 3 triuques différentes, la triuque A, la triuque B, la triuque C, et on vous donne toutes les informations, pour vous demander c'est quoi le champ électrique total, le champ électrique résultant que vous allez avoir au point P. Quand vous allez appliquer le principe de superposition, c'est juste que les champs électriques que vous allez calculer, ce ne sera pas des champs qui ont été produits par des particules, ça va être des champs qui ont été produits par des tiges, mais sinon le principe de superposition s'applique, comme d'habitude. Okay. Ça, c'est à peu près ça pour la section 1.7.
À la section 1.8, comme je vous dis, là, il n'est pas au programme cette session, mais à la section 1.8, on apprend comment faire des intégrales pour, entre autres, trouver cette formule-ci et cette formule-là. Okay. Mais on va être tout à la section 1.9. La section 1.9, ça s'appelle le champ électrique généré par une PPUC. Donc, ça va être à peu près l'équivalent de la section qu'on vient de voir, mais ça va être pour une plaque plutôt qu'être pour une tige. Okay. Donc, juste à la section 1.7, là, on a défini la densité linéique de charge, qu'on appelait lambda, ce qui était des coulombs par mètre. C'est la charge totale de la tige divisée par sa longueur totale. Ben, à la section 1.9 qu'on fait maintenant, on va définir ce qu'on appelle des PPUC. Donc, des PPUC, encore une fois, c'est une abréviation. Ça veut dire plaque, plane, infinie, uniformément chargée. C'est la même chose qu'une triuc, c'est juste que c'est une plaque au lieu d'être une tige. Okay. Donc, on va avoir un petit peu l'équivalent. Pour une plaque, on va définir ce qu'on appelle la densité surfacique, on va appeler sigma, et la densité surfacique d'une plaque, ça va être égal à sa charge divisée par sa surface, par son aire. Okay? Et donc, là, les unités, ce ne sera pas des coulombs par mètre, ça va être des coulombs par mètre carré, parce que l'aire d'une plaque, c'est une surface. Ça fait qu'en système international, ce sont des mètres carrés. Okay? En passant, là, je sais pas si vous le savez, mais tu sais, la lambda, là, c'est un peu comme la lettre L dans le caractère symbole. Puis la lettre sigma, c'est un peu la même chose que la lettre S dans le caractère symbole. Fait que vous voyez L pour longueur, puis S pour surface. Okay. Donc ça vient de là. Okay. Et comme tout à l'heure, c'est un peu le même principe, c'est que là, on parle d'une plaque plane qui est infinie. Okay. Ben, c'est la même chose que pour la tige, c'est que dans la vraie vie, c'est sûr qu'il n'y aura pas une plaque qui serait vraiment infinie. N'importe quelle plaque va avoir une certaine dimension quelconque. Okay. Mais même si on avait une plaque qui était infinie, c'est sûr que techniquement sa charge serait infinie, sa surface serait infinie, mais malgré ça, on pourrait quand même définir une densité surfacique de charge. On pourrait quand même définir un certain nombre de coulombs par mètre carré. Donc si vous avez une plaque qui a, je sais pas, là, mettons 5 coulombs par mètre carré, ça veut juste dire que si vous prenez votre plaque, qui peut être très grosse, qui peut être même infinie, si vous prenez un petit carré de votre plaque là, qui mesure 1 mètre par 1 mètre, donc la surface ici, là, c'est l'équivalent de 1 mètre carré, ça va vous dire dans ce mètre carré-là, vous avez combien de coulombs. C'est l'information que ça vous donne. Fait que même si techniquement une plaque serait infinie, une charge infinie, une aire infinie, donnerait l'infini sur infini, ce serait une indétermination mais qu'on pourrait résoudre, et c'est sûr que ça donnerait toujours un certain chiffre. Ça vous donnerait la densité surfacique de charge. Okay. On va voir une équation dans quelques instants, qui est l'équation de la PPUC, mais pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle soit valide, vous devez respecter deux conditions. C'est les mêmes conditions que pour la tige, mais juste adaptées un petit peu pour la plaque. Okay. C'est-à-dire, il faut que le point qui vous intéresse, le point P, là, auquel vous voulez calculer le champ électrique, il faut qu'il soit situé à une distance beaucoup plus petite que les dimensions de la plaque, et il faut qu'il demeure assez loin des extrémités. Donc ici, il est relativement proche du centre de la plaque, ça va être correct. S'il est trop proche des extrémités de la plaque, là, la formule va commencer à être un petit peu moins valide. Okay. Tout à l'heure, j'ai montré l'animation, là, comment on faisait pour comprendre un petit peu l'orientation du champ électrique là, dans une triuc. J'avais mis au début juste une particule, ensuite 3 particules, ensuite 5 particules, et ainsi de suite. C'est sûr que pour une plaque, c'est un petit peu plus difficile à visualiser, parce qu'une plaque, là, c'est en 2 dimensions, mais l'idée est la même. C'est-à-dire que si on a un point P quelconque, puis qu'on cherche à calculer c'est quoi le champ électrique qu'on a à ce point P-là, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait prendre notre plaque, il faudrait la diviser dans notre tête en plusieurs particules. Il faudrait dire que chacune de ces particules-là va produire un certain vecteur champ électrique au point P, et c'est en faisant le principe de superposition, en faisant la somme de tous ces petits vecteurs-là qu'on va obtenir le vecteur champ électrique total au point P. Si on en regarde quelques-unes par exemple cette particule-là, donc la particule ici qui est dans la plaque chargée, cette particule chargée-là va produire un champ électrique dans cette direction-là. Et bon, les autres particules, vous voyez dans quelle direction, fait qu'on pourrait en mettre quelques-unes. Okay. Puis ici, je sais pas si vous remarquez, là, si vous avez un bon sens de la visualisation en 3 dimensions, quand on va additionner ensemble tous ces vecteurs-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, toutes les composantes qui sont dans le plan XY, en tout cas dans le même plan là, que la plaque, vont toutes s'annuler par symétrie. La seule chose qui va rester, c'est juste les composantes en Y qui vont être toujours dirigées vers le haut.
puis toutes ces composantes en Y-là vont s'annuler. Fait que si vous avez, je sais pas là, 8 vecteurs, ça va être comme 8 fois la composante vers le haut. Fait que ça va faire un champ électrique vers le haut. Okay? Puis l'autre condition, c'est qu'il faut que votre point soit relativement proche du centre de la plaque. Fait que sûr que s'il serait à l'extrémité, ça ne fonctionnerait pas. Mais dès qu'il est relativement proche du centre de la plaque, ça va fonctionner. Okay. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça a donné ici? Ça donnait un champ électrique qui est un vecteur qui était perpendiculaire au plan de la plaque. Donc si la plaque est par exemple horizontale, votre champ, lui, il va être vertical. Il va toujours couper la plaque là, à 90 degrés. Okay. Fait que c'est à ça que ça ressemble, le champ électrique généré par une plaque qu'on appelle une pépiuc. Donc, quand c'est une pépiuc qui est chargée positivement, ça va faire des champs électriques qui s'éloignent d'elle. Il y en a qui sortent par en haut, il y en a qui sortent par en bas. Et quand c'est une pépiuc négative, qui est avec une charge négative, ben là c'est le contraire, la plaque elle va absorber des lignes de champ. Mais ça, dans le dessin ici qu'on a en 3 dimensions, vous voyez les lignes de champ sont toujours à 90 degrés de la surface de notre plaque. Okay. On le voit ici aussi, là, tout le temps là, à 90 degrés. Okay. Voilà. Puis c'est ça, à la section 1.9, ce qu'on fait, c'est qu'on fait seulement vous présenter l'équation. On vous la donne, on vous la démontre pas. On vous dit le module du champ électrique généré par une par une pépiuc, pardon, c'est ça ici. C'est égal à sigma sur 2 epsilon 0. On ne fait pas la démonstration. La démonstration est faite à la section 1.10, qu'on ne fera pas ensemble cette session. Dans la section 1.10, encore une fois, on explique comment on peut faire des intégrales pour trouver cette formule-là. Okay. À la section 1.9, on peut juste la donner directement. Puis ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de l'utiliser correctement. Okay. Donc, on l'a, l'équation qui nous donne le module du champ électrique généré par une plaque, là, par une pépiuc. Okay. C'est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Epsilon 0, c'est juste une constante. En fait, epsilon 0, c'est égal à 1 sur 4 pi k. Puis k, vous savez c'est quoi, là? K, c'est la constante de Coulomb qui est égale à 9 fois 10 à la 9. Okay, donc si on fait 1 divisé par 4 pi k, ça va donner un chiffre, ça va donner 8.85 fois 10 à la moins 12, avec les unités qui sont ici. Mais c'est ça, c'est un chiffre qui est connu. Okay, c'est une constante en physique. Okay. Puis sigma ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la densité surfacique de charge de votre plaque. Donc c'est égal à la charge de votre plaque divisée par son aire, par sa surface. Donc ça va être des coulombs par mètre au carré. Okay. Si vous regardez l'équation, sigma sur 2 epsilon 0. Okay. Fait que sigma, c'est la densité surfacique de la plaque sur 2 epsilon 0, donc sur des constantes. Fait que vous voyez que cette affaire-là, ça dépend pas de la distance entre la plaque et le point P. Donc ça dépend pas de R, ça dépend pas de 1 sur R carré, il n'y a aucune indication de distance là-dedans. Ça veut dire que dès que votre point P respecte ces conditions-là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dès que votre point P respecte ces conditions-là, donc s'il se fait une distance qui est assez proche de la plaque, beaucoup plus petite là, que les dimensions de la plaque, puis qui est relativement proche du centre de la plaque, là, qui est pas loin, qui est pas proche des extrémités, ça veut dire que vous allez pouvoir considérer la plaque comme étant une plaque infinie, et vous allez avoir le droit d'utiliser cette équation-là. Okay. C'est ça. Puis ce qui est cool de cette équation, c'est que ça ne dépend pas de la distance. Fait que si vous avez un point P qui est ici, puis un autre point, un point Q qui est là, ou un autre point là, ben, c'est sûr que le point ici il est plus proche de la plaque que ce point-là. Mais si ce point-là est encore suffisamment près de la plaque pour qu'on se trouve dans l'approximation de la pépiuc, le champ électrique que vous allez avoir ici va être exactement le même que le champ électrique que vous allez avoir là. Donc, vous voyez, le champ ne dépend pas de la distance, que vous soyez proche ou loin de la plaque. De les calculer de la même façon. Puis cette affaire-là, ça ne dépend pas de la distance. Okay. Fait que ça nous montre un peu comment ça se comporte, une plaque dans la vraie vie. Ça a tendance à faire des champs qui sont constants, même quand on s'éloigne de la plaque. Okay. Évidemment, une plaque positive, comme on a dit, ça va faire des lignes de champ qui s'éloignent d'elle. La plaque négative, ça va faire des lignes de champ qui s'approchent d'elle. Okay. Si on regarde les deux plaques séparément, ça ressemble à ça, les lignes de champ qui sont produites. Si on colle deux plaques ensemble, ou si on approche deux plaques l'une de l'autre, qu'est-ce qui va arriver? Si on veut trouver le champ électrique total qu'il va avoir dans les différentes régions, il faut appliquer le principe de superposition. Fait que si on regarde un point quelconque là, qui nous intéresse, là, disons le point qui est ici, ben, il faut aller séparément. Il faut dire à ce point-là,
la plaque B fait un champ qui est vers le bas, et la plaque A, à ce point-là, elle produit un champ qui est vers le haut. Et là, il faudrait additionner ensemble ces deux champs électriques-là, les décomposer, la composante X, composante Y, les additionner ensemble pour voir dans quelle direction le champ électrique total va pointer. Okay? Ça se pourrait que ça dépend de nos plaques, de comment ils sont chargés. Il y en a une qui est chargée plus que l'autre. Ces deux plaques ont la même densité surfacique de charge. Ce qui va arriver, c'est que les deux trucs vont s'annuler ici. Okay. C'est ça qui a été supposé pour tracer ce dessin-là, c'est que si vous avez deux plaques qui ont la même charge, tous les points P qui sont situés à l'extérieur de vos deux plaques vont toutes s'annuler complètement. Fait qu'il n'y aura pas de champ électrique à l'extérieur. Même chose pour ici. Par contre, quand vous allez être à l'intérieur, entre vos deux plaques, là, les deux champs vont s'additionner ensemble, parce que la plaque positive, elle a fait du champ vers le haut, puis la plaque négative, elle a fait des lignes de champ qui se dirigent vers elle, donc elle fait aussi un champ qui est vers le haut. Fait que si on additionne ça ensemble, c'est sûr que le champ total va être vers le haut. Donc dans ce cas-ci, le champ électrique total qu'on trouve entre nos deux plaques, il va toujours être, il serait vers le haut. Puis quand on est à l'extérieur des plaques, soit en haut ou en bas des plaques, là, le champ va être égal à 0. Okay. Ça, c'est en supposant qu'on a vraiment des PPUC. Okay. C'est sûr que pour vrai, on a dit que quand les points commencent à être trop proches des extrémités, ça ne respecte pas exactement le comportement qu'on prévoit pour les PPUC. Il va y avoir ce qu'on appelle des fois des petits effets de barre, des petites irrégularités. Fait que ça, c'est, disons, le schéma vraiment idéalisé, qui est deux plaques, là, une par-dessus l'autre. Ça, c'est dans la vraie vie. Si vous approchez deux plaques comme ça, une plaque positive, une plaque négative, vous allez presque avoir ce comportement-là, mais pour vrai, il y a des petits effets bizarres là, qui arrivent aux extrémités des plaques. Okay. Mais c'est ça. Ça, ce sont des lignes de champ. Rappelez-vous qu'on a fait le cours théorique sur les lignes de champ, on avait dit que plus que les lignes de champ sont rapprochées les unes des autres sur un schéma, plus que ça signifie que le champ électrique est important. Quand on regarde ce schéma-là, ça c'est vraiment un schéma qui est plus fidèle à la réalité. Quand vous approchez deux plaques chargées l'une de l'autre, on voit quand même tout de même qu'au centre, entre les deux plaques, vous allez avoir un fort champ électrique, alors que à l'extérieur des plaques, là, vous allez avoir un petit champ électrique qui est relativement faible. Okay. Fait que nous, quand on le modélise de manière vraiment parfaite théorique, on écrit ça comme ça. C'est vraiment comme s'il y avait juste du champ électrique entre les deux plaques. Puis quand on est à l'extérieur, le champ électrique est égal à 0. Okay. Donc, vous possédez maintenant toutes les informations nécessaires. En fait, on a pratiquement fini là, la section 1.9. C'est que vous avez l'équation ici pour calculer le champ électrique. Encore une fois, ça c'est juste une équation qui est en valeur absolue. Ça vous donne seulement le module du champ électrique. Il n'y a rien qui vous dit là-dedans dans quelle direction va pointer le champ électrique. C'est à vous de regarder votre schéma, de dire est-ce que j'ai une plaque positive, est-ce que j'ai une plaque négative pour savoir dans quel sens votre vecteur va pointer. Okay. Ça, c'est à vous de le faire là, en regardant sur votre schéma. Fait que juste pour vous indiquer un petit peu le genre de problème là, que vous allez rencontrer dans le chapitre 9, pas dans le chapitre 9, mais dans la section 1.9, ben ça va ressembler à ça. Vous allez avoir dans le fond là, deux plaques placées une par-dessus l'autre. On va vous donner la densité surfacique de charge de chacune des plaques. On va vous demander de trouver dans quel sens va pointer le champ électrique, là, ou même de le calculer avec des chiffres, là, le champ électrique qui va être présent dans chacune des quatre régions, des régions que vous avez là. Le problème 1.9.3, c'est presque la même chose que celui-là, mais on rajoute une troisième plaque. Fait que on va avoir 4 régions cette fois-ci. Donc, c'est ça. On a terminé comme tel la théorie de la section 1.9. Puis juste comme dernière à cette étape, là, avant de terminer la vidéo, juste une petite curiosité comme ça que j'ai remarqué, que je trouvais cool, je l'ai juste partagé avec vous. Peut-être que vous avez trouvé ça le fun, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est juste une observation que j'ai faite, c'est que si on regarde avec la section 1.7 puis 1.9 qu'on vient de faire, là, on vient de s'ajouter comme deux objets dans notre je pourrais dire ça, dans notre boîte à outils d'objets. Fait qu'on sait comment ça fonctionne une particule. On sait, ça fait des lignes de champ qui pointent dans quelle direction, on a la formule. Puis on a la même chose pour la triuc et pour la PPUC. Okay. Est-ce qu'il va y avoir une prochaine section, comme une section 1.10 ou 1.11, on va voir un autre objet? Okay. Ben, pas vraiment, parce que regardez, qu'est-ce que ce serait juste logiquement, là, si on place tous les objets qu'on connaît, puis on fait des observations. On pourrait dire, par exemple, qu'une particule, c'est un objet qui est en 0 dimension.
Dans le sens qu'une particule, ça n'a pas de longueur, ça n'a pas d'épaisseur, ça n'a pas de profondeur, c'est vraiment juste un point ponctuel, là. Donc une particule, c'est en 0 dimension. Okay. Une triuque, c'est en une dimension. C'est un objet qui est ça a juste une longueur, ça n'a pas de hauteur, ça n'a pas de largeur, c'est vraiment juste un objet qui est fait en longueur, ça a comme une dimension. Une plaque, c'est un objet qui est en 2 dimensions. Okay. Donc, l'étape suivante, ce serait quoi? Si vous avez 0 dimension, 1 dimension, 2 dimensions, ben, l'étape ici, ce serait 3 dimensions. Okay. Donc, un objet qui serait en 3 dimensions. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si on regarde les équations du champ, puis aussi, comme quand on sait dans quelle direction vont pointer les lignes de champ électrique. Fait que pour une particule, on avait déjà dit que les lignes de champ électrique allaient pointer dans toutes les directions. En 3 dimensions, c'est une sphère, là, fait que les lignes électriques sortent de partout. Fait qu'on a des lignes de champ électrique qui sont vraiment en 3 dimensions. Okay. Alors que pour une triuque, les lignes de champ électrique sont juste en 2 dimensions. Ce qu'on avait dit, là, mon dessin n'est pas génial, là, mais en tout cas, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que c'était comme des espèces de... c'est des champs électriques qui allaient toujours pointer dans des plans qui sont perpendiculaires à l'axe de la tige. Okay. Donc, ça fait des lignes, des lignes de champ qui sont sur des plans qui sont en 2 dimensions. Okay. Quand vous avez une pépiuque, elle est en 2 dimensions, mais elle produit des champs qui sont en 1 dimension. Des champs qui vont juste monter comme ça et descendre si on est en bas de la plaque. Là. Mais c'est toujours des champs qui sont à 90 degrés du plan de la plaque, là, du plan de la pépiuque. Okay. Puis comme c'est des lignes de champ qui vont juste monter ou descendre, c'est des lignes de champ qui sont juste verticales, donc c'est des lignes de champ qui sont toutes alignées selon la même dimension, sont en 1 dimension par exemple. Fait que si vous regardez la suite de ça, ici on avait un champ en 3 dimensions, ici en 2 dimensions, ici en 1 dimension, donc ici on aurait quoi? On aurait comme un champ en 0 dimension. Un champ en 0 dimension, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que si on essaie de tracer une ligne de champ, on pourrait pas la tracer, c'est en 0 dimension, ça marche pas. Okay? On peut pas tracer une ligne, on peut pas tracer une ligne en 0 dimension, donc il n'y aurait juste pas de ligne à tracer, probablement. Si on n'a pas de ligne à tracer, ça veut dire que le champ électrique serait égal à 0. Ben oui, regardez, qu'est-ce que on a ici. Okay? Pour la particule, le champ est proportionnel à 1 sur r carré. C'est-à-dire que quand on est proche de la particule, le champ est plus fort, plus qu'on s'éloigne, plus que le champ est faible. Ici, pour la tige, le champ dépend de la distance, mais c'est 1 sur R. C'est pas 1 sur R carré, c'est 1 sur R. Fait que oui, il y a encore un peu la notion que quand on est proche de la tige, le champ est plus fort, puis quand on s'éloigne, le champ diminue, mais ça diminue beaucoup moins rapidement que R carré. Sur R carré, ça diminue beaucoup plus rapidement que sur R. Okay. Pour la plaque, ce qu'on a constaté, c'est que c'est quelque chose d'un peu bizarre, c'est que la plaque a un champ électrique qui ne dépend pas de la distance. Fait que vous soyez proche de la plaque ou loin de la plaque, ça ne change rien, mais il faut toujours que vous soyez quand même là, suffisamment proche de la plaque pour avoir le droit de supposer là, que vous êtes dans l'approximation de la triuque. Mais pour 2 points pour lesquels l'approximation de la triuque est valable, le champ électrique ne dépend pas de la distance. Okay. Fait que la prochaine étape, c'est quoi? Ben, si vous regardez, si vous avez un champ qui dépend de 1 sur r carré, ici un champ qui dépend de 1 sur r, ici un champ qui est juste constant. Fait que c'est quoi la prochaine étape? Ben, ce serait un champ qui est juste 0, tout simplement. Okay? Qui est même pas une constante. Là. Ici, c'est un champ qui était une constante. Là, ce serait un champ qui serait même pas une constante, qui serait juste nul, qui serait juste 0 tout le temps. Okay. À quoi ça ressemblerait cet objet-là? Ben, si on veut suivre notre petit ordre d'idées, la triuque, la pépiuque, on pourrait appeler ça, par exemple, un céviuque. Là. On pourrait dire que c'est un cube volumique, infini, uniformément chargé, quelque chose comme ça. Et c'est ça, comme on dit, le champ électrique va être égal à 0 et le champ électrique serait donc ce serait des lignes de champ en 0 dimension. Parce que justement, il n'y a pas de champ, le champ est 0, fait qu'on ne pourrait pas les tracer. Okay. Puis c'est un peu normal parce qu'imaginez qu'on a une espèce de cube comme ça, une espèce de volume là, qui est uniformément chargé, qui remplit l'espace au complet, qui va jusqu'à l'infini dans toutes les directions. Ben ça veut dire que à l'intérieur de ce cube-là, si vous avez un point à l'intérieur de ce cube-là, ben il y aurait également de charges partout, dans toutes les directions. Vous auriez plein de charges à votre droite, à votre gauche, en haut, en bas. Et si on faisait si on imaginait toutes les petites particules là, qui vont agir sur le point ici, qui est le point P, ben c'est sûr qu'à la longue, ça va tout faire des petites paires de flèches là, qui vont toutes s'annuler 2 à 2. Tout va s'annuler, il restera rien. Il restera seulement un champ qui est égal à 0. Okay.
Fait que c'est sûr que ça, c'est pas un objet qui est à l'étude. On va pas faire une section sur les Cvieux parce que ce serait vraiment plate. Il n'y aurait même pas de formule. Ce serait juste E égale à 0 directement. Okay. Fait qu'en tout cas, c'est juste pour vous montrer que on a vraiment atteint on va pas continuer dans cette lancée-là. On a vu la particule à section 1.4, on a vu la TGUC à section 1.7, on a vu la TPUC à section 1.9. On va pas voir des nouveaux objets. Okay? Avec ces trois objets-là, on va être capable de faire tous les problèmes qu'on va vous demander de faire. Okay. En tout cas, mon but, j'espère que ça vous a pas mélangé cette dernière acétate-là. Mon but, c'est que vous trouviez ça cool et intéressant. Si vous n'avez pas trop compris mon affaire là, de déduction comme ça, c'est pas très grave. De toute façon, la théorie de la section 1.9, ça s'arrêtait ici. Okay. Donc, avec ça, vous allez être capable de faire tous les exercices suggérés de la section 1.7 et de la section 1.9. C'est juste d'utiliser les équations correctement, puis de pas oublier d'aller voir votre schéma, aller regarder votre schéma, regarder si votre objet était chargé positivement ou négativement. C'est ça qui va vous dire dans quelle direction va pointer votre vecteur champ électrique. Donc, mais voilà pour ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.